Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Bonjour à toutes et à tous, et ravi d'ouvrir avec vous une fois encore cette nouvelle boîte à malice, une boîte riche et variée comme toujours, vous allez le voir, puisque nous allons pousser les portes de la galerie Octave Cobel à Metz pour y découvrir sa nouvelle exposition. Nous verrons ce que nous réserve la nouvelle saison de la Cité musicale Metz, nous en prendrons plein les yeux et les oreilles avec le groupe de rock alternatif Snapborder qui dévoile un tout nouveau clip qui cartonne. Étienne, notre historien de choc, nous présentera le château de Forbach, tandis que Tom et le Lord prendront un malin plaisir à nous faire tourner en bourrique avec leur tour de magie. Mais tout de suite, faisons connaissance avec un écrivain d'origine messine, Laurent Petit-Mangin, qui publie un magnifique premier roman, Ce qu'il faut de nuit, paru aux éditions La Manufacture des Livres, une histoire d'amour, une histoire de filiation et plus encore. Ouvrons la boîte à malice pour en savoir plus. Laurent Petit-Mangin, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir ici, dans ce cadre magnifique. On se trouve à l'hôtel de la Cathédrale. Alors, pour les téléspectateurs qui ne vous connaîtraient pas encore, il se trouve que vous êtes né en Lorraine. Vous avez vécu une vingtaine d'années, si je ne me trompe pas, à Metz. Vous êtes parti ensuite étudier du côté de Lyon. Aujourd'hui, vous travaillez pour Air France. Vous êtes passionné par le FC Metz et Metz Handball. J'ai tout bon jusque-là? Oui, vous avez tout bon jusque-là. J'ai réussi en plus à donner cette passion à mes enfants, enfin à mes garçons en particulier. Ma fille un petit peu moins supportrice du FC Metz, mais mes 3 garçons le sont, oui. Oui. Et puis, bon, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est la sortie de votre premier roman, Ce qu'il faut de nuit, sorti aux éditions de La Manufacture. Roman magnifique dont on va parler en détail dans quelques instants. Mais avant cela, quand vous l'avez eu entre les mains, cet exemplaire, qu'est-ce que ça a suscité? Qu'est-ce qu'il représente pour vous, ce livre? C'est une vraie émotion hein, d'avoir un vrai livre entre ses mains. C'est quelque chose que vous attendez depuis très longtemps. Hein, c'est-à-dire qu'à partir de la première scène que vous jetez sur le papier, souvent d'ailleurs vous allez la griffonner, vous allez la mettre sur ordinateur, puis après ce livre va se construire plus ou moins facilement d'ailleurs. Le fait de le recevoir à un moment d'avoir cette couverture, cette jolie couverture, le livre dans la main, c'est effectivement une vraie émotion. C'est quelque chose. Alors venons-en à ce livre, Ce qu'il faut de nuit. Vous posez le décor ici, chez nous, dans la vallée de la Fensch, en Lorraine, avec cette histoire de ce père qui élève seul ses 2 garçons. Et finalement, est-ce que le point de départ, c'était ça? Une histoire avant tout peut-être de filiation, cette relation père-fils. Est-ce que ça a été ce fil sur lequel vous avez tiré au départ, sachant qu'il y a plein de choses ensuite qui s'y logent? Oui, c'est clairement la matrice de ce livre, c'est effectivement cette relation d'amour. Hein, c'est une relation d'amour entre un père et ses 2 fils. Après, c'est une relation qui évidemment se complique. Qui va devenir très difficile, notamment pour le père, parce que bon, un des fils, on va dire, dérive par rapport aux idées que peut avoir le père, mais ça reste d'abord, oui, une histoire d'amour. Assez tragique, ma foi, mais ça reste une histoire d'amour. Oui, parce qu'il y a ça, il y a cette histoire effectivement d'amour, cette histoire filiale, et puis il y a aussi finalement une histoire politique. Ce père, c'est un ouvrier oui, c'est de classe un technicien qui est engagé à la fois, je dirais, dans sa section syndicale, qui est également engagé dans une section politique au Parti socialiste, qui élève d'ailleurs ses enfants, je dirais, dans cet espoir que les enfants prennent la relève. Et puis à un moment donné, effectivement, ce père se rend compte que, en tout cas pour son aîné, son aîné va dans l'autre bord en fait, hein, commence à fréquenter des gens qui ne sont pas du tout ceux que lui aurait fréquentés. J'avais envie en fait de dire comment les choses, qui sont a priori entre guillemets réparables hein, dans un premier temps, au fur et à mesure, vont l'être de moins en moins, en fait, et de se demander finalement qu'est-ce qui a conduit à ça. C'est aussi l'histoire peut-être de comment on fait pour s'extirper parfois d'une condition. J'ai repéré
dans cet ouvrage un passage que j'aimerais lire. Jérémie m'avait de nouveau parlé de Paris. Les jeunes qu'il avait rencontrés étaient remontés comme des pendules, bourrés d'ambition, de certitude. Ils ne s'en plaignaient pas, au contraire. Il m'avait dit « c'est ce qui nous manque ici, des gens, à commencer par les profs, qui nous poussent au cul, qui nous envoient à Paris, qui ne se contentent pas trop facilement de nos maigres succès. On ne vaut pas moins que ceux que j'ai croisés, juste on n'y croit pas assez, on ne sait même pas que cela existe. » Il y a ça aussi, cette volonté peut-être de s'extirper d'un milieu, d'une condition sociale. Oui, il y avait à la fois cette contradiction qu'on peut avoir ici, je trouve, en Lorraine, entre cette envie absolument de réussir et parfois ce sentiment que les choses sont comme elles sont et qu'elles doivent rester comme elles sont. Bon, alors, ce n'est pas forcément spécifique à la Lorraine, mais en tout cas, c'est un sentiment que j'ai pu, moi, vivre quand j'ai fait mes études ici. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de faire mes études au lycée Faber, qui est un lycée que je vénère et que je continuerai à vénérer longtemps. Mais c'est vrai que paradoxalement, parfois, il y avait un tout petit peu ce manque d'ambition par rapport à des classes équivalentes à Paris. Mes enfants ont, eux, fait leur scolarité à Paris. Je peux voir l'ambition beaucoup plus importante qui est donnée aux enfants. Il y a un peu de vous, de votre enfance, ou pas du tout? Il y a très peu d'éléments autobiographiques. Il y a cette histoire de SNCF, c'est-à-dire tu seras ingénieur à la SNCF, c'est effectivement une phrase que j'ai entendue 1000 fois dans mon enfance. Il y a la passion pour le FCMS. La passion pour le FCMS également. Elle il y a effectivement quelques éléments. Il y a aussi cette couleur que je décris à certains moments dans le livre, de la couleur de cette région que je trouve particulièrement belle. Sa pierre de jour. Donc ça, effectivement, c'est autobiographique, on va dire. Sûr, mais le reste, non, ne l'est pas. Je vous ai réservé un questionnaire forcément autour de la nuit. Oui. Donc la première question est la suivante. Avec quelle personnalité aimeriez-vous passer la nuit à refaire le monde? Alors une personnalité en vie, ou peut-être une personnalité qui n'est plus de ce monde, justement? Je pense que j'adorerais discuter avec Simone de Beauvoir, parce qu'elle a une voix déjà qui est extraordinaire, qui est complètement déconcertante. Et puis je pense qu'elle a beaucoup de choses à dire ou pas dire. Donc oui, ça serait... ça sera pour la réincarnation peut-être quand vous la rencontrerez. Qu'est-ce qui vous agace au point peut-être de vous conduire à passer des nuits blanches? Je dors très bien. Non, franchement, j'ai assez peu de problèmes de sommeil. Mais quelque chose qui pourrait vous mettre en colère au quotidien? J'ai beaucoup d'espoir en fait pour notre société. Franchement, je veux dire, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont là. Après, je me dis peut-être qu'on devrait investir encore davantage dans certains secteurs. Je pense que l'éducation est un secteur sur lequel on devrait peut-être encore plus investir. Donc, si vous voulez, des fois, je suis un peu triste de me dire mais comment se fait-il que des événements s'enchaînent comme ça et qu'il y ait autant d'incompréhension? Mais je suis d'une nature relativement positive et optimiste, on va dire. Pour terminer, c'est beau une ville la nuit, mais quelle ville est la plus belle à vos yeux? Attention, il va falloir répondre Metz. J'aime beaucoup Metz. Et encore une fois, en plus, j'ai réussi à faire partager l'amour de Metz à ma famille qui ne connaissait pas Metz, notamment mon épouse qui est bretonne et qui vient de Calédonie. Donc c'était pas une mince affaire et elle adore la ville. Non, sinon comme autre ville qui me fascine, il y a Berlin. C'est vraiment une ville qui a quelque chose de magnétique. Donc c'est une ville dans laquelle j'aime assez aller. Merci beaucoup d'avoir été là et j'invite vraiment tous les téléspectateurs à se procurer ce qu'il faut de nuit. C'est un vrai petit bijou et on parlait de ce rapport au corps. C'est une écriture aussi qui nous colle au corps et les personnages restent longtemps là, imprégnés. Merci infiniment, merci beaucoup. Merci. Dans notre boîte à idées aujourd'hui, une invitation à vous rendre dans les salles de spectacle comme le Carreau à Forbach, dont la programmation est toujours exigeante et exaltante. Pour vous faire votre propre opinion, rendez-vous par exemple samedi 3 octobre pour la grande journée de lancement de saison. Vous pourrez visiter les lieux, tout savoir sur la programmation et également profiter sur place de spectacles. Attention, les jauges sont limitées, Covid oblige, donc n'hésitez pas à réserver. Et puis en attendant, découvrez quelques images de cette bande-annonce.
Alors rendez-vous samedi 3 octobre pour la belle journée de festivité de lancement de saison du carreau de Forbach et rendez-vous sur le site qui est apparu sur l'écran pour avoir davantage d'informations. Allons pousser maintenant les portes d'une galerie d'art, les galeries d'art qui ont bien sûr besoin, elles aussi, de votre soutien, comme Octave Cobel à Metz, qui vous attend. Quelle est la ligne éditoriale de cette galerie? Qu'est-ce qu'on peut y retrouver en ce moment? Réponse en mots et en images. La Galerie Octave Cobel est un lieu de diffusion de la jeune création contemporaine. On accueille ici des artistes qui ont en commun d'interroger l'origine des choses, des objets, des matières et leur devenir. Des artistes qui font l'éloge du monde des vivants, du règne animal, végétal, minéral, et qui nous invitent à percevoir les choses autrement. Donc on invite pour Constellation de Metz jusqu'au 17 octobre l'artiste Cécile Beau à exposer. Donc je vous invite à découvrir son travail au sein de la galerie et on y passe par la fenêtre. Cette exposition s'appelle Aoriste, du nom de l'œuvre qui est là, qui est une roche volcanique qui a la particularité de ronronner. En fait, plus précisément, elle cache un dispositif sonore où on peut entendre à la fois un ronronnement de panthère qui est mixé avec un tremblement de terre. En fait, pour cette pièce-là, je cherchais à évoquer une sorte de respiration tellurique. Et donc c'est pour ça que j'ai pris une roche volcanique, puisque c'est là qu'on a ce genre de vibration un peu infrabasse. Et le ronronnement de panthère, parce que ça a une cage thoracique qui est à la taille de la nôtre. Et donc quand on l'écoute, on sent une respiration assez lente et profonde. Suite à ça, pour rester dans le minéral, j'ai proposé Météore ascendante, qui est donc des cyanotypes qui représentent des thèmes astraux du moment de la chute d'une météorite. Ça va nous dresser une carte qui pourrait, d'une certaine manière, si on la prenait à rebours, nous permettre de faire le tracé inverse et peut-être même d'avoir une carte du ciel qui nous permette de retourner de là où vient la météorite. L'artiste plasticienne Cécile Beau qui définitivement cherche à comprendre comment fonctionnent les rouages du monde. Pour découvrir son exposition, rendez-vous à la galerie Octave Cobel à Metz jusqu'au 17 octobre. Et celui qui cherche aussi à comprendre comment fonctionne le monde, eh bien c'est notre historien de choc, Étienne Martin, qui aime également la ville de Forbach et le carreau dont on a parlé tout à l'heure, au point d'avoir envie d'en parler plus en détail de cette ville aujourd'hui. Vous allez voir pourquoi. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène à Forbach. Nous allons non pas nous intéresser au patrimoine minier, mais nous intéresser au Schlossberg. Alors si comme moi, vous avez quelques rudiments d'allemand, vous vous souviendrez que Schloss, c'est le château, Berg, c'est la colline, et oui, Schlossberg, la colline du château. Nous allons donc nous intéresser au château de Forbach, l'un des patrimoines les plus anciens de la commune. Alors, de quand date le premier château, on ne sait pas très bien. Sans doute de la fin du XIIe, début du XIIIe siècle. Quoi qu'il en soit, au fil des décennies qui suivent, des siècles qui suivent, le château est agrandi, il est embelli, on en augmente les fortifications, et parmi les différents seigneurs, comme ça, qui sont les grands constructeurs du château, il faut citer Arnold le Vieux, Arnold VI de Sierck, un des lieutenants de René d'Anjou, duc de Lorraine. Et oui, parce qu'à l'époque, Forbach est aux marches du duché de Lorraine, c'est l'un des points les plus avancés du duché. René d'Anjou, pour la petite anecdote, c'est lui qui ramène dans ses bagages cette fameuse croix à double traverse, la croix de Lorraine. Arnold va donc augmenter le château, il va construire une tour, de nouvelles écuries, des portes. Pourquoi on construit, on augmente, on améliore régulièrement le château? Eh bien tout simplement parce que comme il est à un poste avancé, il est régulièrement détruit, endommagé, il fait l'objet d'attaques successives. Et par exemple, au XVIe siècle, à la fin du XVIe siècle, le château est pillé, on pille l'intérieur, on va piller des pierres. Donc vous voyez, c'est toute la difficulté de ces avant-postes qui sont soumis à rude épreuve. L'une des épreuves les plus funestes, elle a lieu durant la guerre de 30 ans. On est en décembre 1634 et Louis XIII, roi de France, un affreux loulou, décide de faire raser le château. Il donne l'ordre au maréchal de la Force et il fait raser la totalité
du château du Schlossberg. Alors pourquoi faire raser ce château? Eh bien parce que je vous l'ai dit, c'est un des avant-postes avancés du duché de Lorraine et il n'a aucune envie que ces places fortes comme ça qui entourent le duché représentent des menaces pour ses troupes. Et donc Louis XIII fait raser le château, 1634, et depuis, le château est resté à l'état de ruine. Il va passer de main en main entre différents propriétaires successifs et à la fin du XIXe siècle, une famille d'industriels assez célèbre, la famille Hatt, ceux qui sont à l'origine des papiers mâchés de Pont-à-Mousson, il y a d'ailleurs un musée, on en parlera peut-être lors d'une prochaine chronique, eh bien la famille Hatt fait faire des fouilles archéologiques et fait construire la fameuse tour que l'on voit aujourd'hui sur le site. Alors cette tour, elle date de 1891 et elle est due à un architecte allemand alors très célèbre qui s'appelle Paul Tornove. Alors Paul Tornove, son nom est tombé un peu dans l'oubli, mais c'est lui par exemple qui restaure la cathédrale Saint-Étienne de Metz et notamment qui fait reconstruire le portail de la cathédrale, le portail néogothique. Alors cette tour de 1891, eh bien à l'intérieur il y a simplement un grand escalier en colimaçon qui permet de monter au sommet et de jouir d'un panorama exceptionnel sur les environs et notamment sur la commune de Forbach ou encore sur cet axe de communication qui était au Moyen-Âge très important entre Metz et Worms, vous voyez, donc entre la France aujourd'hui et l'Allemagne. Alors, je vous encourage, non, je ne vous encourage pas, je vous donne pratiquement l'ordre d'aller faire un tour à Forbach pour aller visiter cette tour, pour aller visiter ce site tout à fait intéressant, et puis pour monter au sommet voilà, de la tour du Schlossberg, l'emblème de la ville, et pour découvrir le panorama exceptionnel qui s'offre à nos yeux. Merci Étienne, tu nous as vraiment convaincus, pas de doute, on ira. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures historiques. On va maintenant tourner une page musicale. Je vous invitais tout à l'heure à vous rendre dans les salles de spectacle, il faut vraiment le faire, aller voir des concerts qui reprennent peu à peu. Et d'ailleurs du côté de la cité musicale Metz, la saison est lancée avec une très belle programmation et un mot d'ordre. Allez voir des concerts, n'ayez pas peur, toutes les mesures sanitaires sont prises et on va écouter la directrice des lieux, Florence Alibert, nous en parler, ainsi que Patrick Thiel, adjoint à la culture de Metz. Ce qui est, je dirais, très positif, c'est qu'en ce qui concerne l'Arsenal et l'Orchestre national de Metz, nous pouvons proposer pratiquement la programmation telle que nous l'avions conçue, avec quelques adaptations, notamment des concerts qui vont être un petit peu réduits, plutôt des concerts d'1h30 sans entracte. Mais globalement, on est sur la saison que nous avions proposée. En ce qui concerne les musiques actuelles, les concerts debout ne sont pas autorisés à ce stade. Donc nous avons remis à plat toute notre saison d'automne pour proposer une programmation au minimum une fois par semaine à la BAM et au Trinitaire et avec des propositions artistiques qui sont adaptées à une configuration assise. Donc on a des artistes comme Chassol, Victor Solf et même Compromat qui maintiennent leur date, donc on en est vraiment très très heureux. Et puis on en profite du coup sur cette période pour accueillir encore plus d'artistes en résidence dans nos salles. C'est indispensable de pouvoir leur donner les outils, les espaces, le temps de remonter leurs projets et de créer. Donc ce sont des conditions un petit peu particulières, mais le maître mot, c'est qu'on s'adapte. Ça nous oblige aussi à nous remettre en question et à remettre un petit peu à plat notre projet sur certains aspects. Mais finalement, c'est bénéfique et donc maintenant, on attend le public. On attend les publics et on espère qu'ils seront là nombreux. Aujourd'hui, tout le monde fait des efforts pour rouvrir, je dirais, ces établissements culturels et notamment le spectacle vivant, les musées. Le musée de Metz devient gratuit, Pompidou a une saison, on peut y retourner. Alors je dis à tout le monde, prenez ce plaisir du partage, retournez dans les salles de spectacle, retournez au concert et je pense que tout le monde s'en portera bien et vous en tout premier.
Et ce n'est pas moi qui vais le contredire, il a absolument raison. Pour retrouver l'ensemble de la programmation de la BAM, des Trinitaires de l'Arsenal, rendez-vous sur le site de la Cité Musicale Metz. Et puisque nous parlons musique, eh bien, montons le son pour découvrir le groupe Snapborder, un groupe de rock alternatif qui va bientôt sortir son nouvel EP. En attendant, eh bien, ils nous mettent l'eau à la bouche avec un premier titre percutant, engagé et un clip de toute beauté dont ils ont parlé à Anne-Sophie Gross. Je suis l'Icons raconte la masse d'informations qui nous submerge chaque jour, jusqu'au vomissement en fait, jusqu'au dégoût, jusqu'au rejet de toute cette masse. Il y a un moment, je pense qu'il faut savoir éteindre sa télé et tout ça. C'est un petit peu simple à dire, c'est un peu le sujet du moment, éteignez tous votre télé, mais globalement, ça fait référence à tout ça. Le réalisateur qu'on a pris, Brissinker, va lui tourner ça à sa sauce, et donc forcément, on a été vers Brice justement parce qu'on savait qu'il allait pouvoir rendre un peu ce côté malaisant de la chose sans bousculer dans le gore ou des choses comme ça, qu'il sait faire d'ailleurs. Sur ce projet-là, on a travaillé aussi avec Amélie Diane Hertz qui a fait toute la partie scénario justement et elle nous a apporté ce côté comment traduire de façon graphique l'idée que nous on a de façon un peu plus intellectuelle ou un peu plus émotionnelle dans notre ressenti. Comment on accroche celui qui va regarder ça. On avait sorti en novembre 2019 Enscape qui était un petit peu le point de jonction entre notre premier album Alternative Current Box et ce qui va arriver ensuite. Useful Icons annonce véritablement la sortie de notre prochaine EP, ce sera 5 titres et ça va sortir en novembre 2020. Alors vous l'avez noté, un rendez-vous au mois de novembre pour vous procurer le nouvel EP des Snapborder. Et en attendant, direction YouTube pour découvrir leur clip en intégralité. Et ça cartonne, déjà plus de 30 000 vues au compteur. Il y a un duo qui cartonne également, c'est Tom et le Lord. Il faut dire qu'ils ont l'art de nous apprendre à faire des tours de magie comme personne. Et aujourd'hui, grâce à eux, nous allons devenir les rois du Rubik's. Salut à tous. Et Tom, on est à l'antenne. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous montrer le fameux tour du Rubik's Cube. Tom est en train de le mélanger. Je le mets à l'intérieur de ce sac et d'une passe magique, attention, qu'est-ce que tu fais? Non mais ça suffit avec ton Instagram, arrête avec ça. Et d'une passe magique, il va se refaire instantanément. Et hop là, et voilà, c'est fait. Explication. Pour ce tour, il vous faut un Rubik's Cube. Et un deuxième mélangé. Ensuite, le sac. Le sac est truqué aussi. De cette manière, il y a une trappe secrète ici. Vous placez le Rubik's non mélangé dans ce compartiment et vous levez la trappe ici. Maintenant, la fiche de Tom. Elle est truquée aussi. Regardez bien ici. Derrière, il y a un compartiment qui va recevoir
ce Rubik's quand il va tomber. Donc voici la présentation. Mais il y a une autre manière pour le faire, qui est encore plus magique. Vous prenez le Rubik's, 1, 2, 3, et c'est fait. Ah, ça rend complètement dingo. Retrouvez Tom et le Lord tous les 15 jours dans l'émission et n'hésitez pas à les suivre sur Instagram. L'heure est déjà venue de refermer la boîte à malice. On va se quitter en musique, comme toujours, avec un groupe de Yockel, groupe messin, qui est là, va sortir son album dans les jours à venir. C'est imminent et ça a l'air vraiment bien, comme vous allez voir avec ce teaser. Allez, bye bye. Lying down on the roadside, I saw a dark moon rise up above the Morgan Peak. Up above the Morgan Peak, I would give anything to share some good old wine with some new friends. Up above the Morgan Peak, just above the Morgan Peak. This water spray. Whoa, that is the end. Whoa, like this water spray. Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains.